Donc, sur les enjeux, c'est l'objet hein, vraiment de ma présentation devant vous cet après-midi. Donc, on parle d'aujourd'hui d'enjeux. Pour ceux qui connaissent l'exercice, on parlait de questions importantes pour le cycle précédent. Le terme d'enjeu a été choisi pour des raisons de lisibilité. On trouvait que le terme d'enjeu était peut-être plus clair en termes d'interprétation que le terme de questions importantes. Donc, quand on a rédigé ces enjeux, hein, il y a eu tout un travail, hein, bien sûr, on n'est pas parti sans rien. Donc, je vous l'ai dit, on est vraiment dans le contexte hein, de la mise à jour du stage au regard du cycle des CE, où tous les 6 ans, on est obligé de remettre un petit peu à jour tous les documents. Et quand on a commencé les travaux, le comité de bassin nous a donné une feuille de route hein, de travail hein, pour réaliser la mise à jour de ces enjeux. Et donc, le comité de bassin a souhaité qu'on se positionne sur un cadre de travail un petit peu plus large que celui de la directive cadre sur l'eau. On a lancé une étude prospective Loire-Bretagne 2050, donc certains d'entre vous ont pu participer à cette étude-là. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un temps de réflexion avec l'ensemble des acteurs du bassin et de pouvoir prendre en compte le dérèglement climatique. Et donc, il y a eu 3 phases qui se sont déroulées pendant cette étude Loire-Bretagne 2050. Donc, la première phase, c'était surtout sur l'identification d'atlas cartographiques. Et c'est surtout la deuxième phase où on a réalisé de nombreux ateliers, hein. Il y a eu plus de 10 ateliers qui ont été réalisés sur l'ensemble du bassin. Il y a plus de 300 pistes qui ont été euh, mince, identifiés par les acteurs. Et en fait, quand on a rédigé les enjeux, on s'est vraiment basé sur les pistes d'action qui découlent de cette étude prospective Loire-Bretagne 2050 pour pouvoir vraiment alimenter la réflexion sur les enjeux. Donc voilà, donc quand on a réalisé les enjeux, on est vraiment voilà, parti sur tout ce qui s'y était sorti en fait, hein, de toute la richesse des échanges qu'il y avait eu sur cette étude en Bretagne 2050. Donc ça, c'était le premier mandat du comité de bassin. Et le deuxième mandat pour travailler sur ces enjeux pour ce cycle-là, le comité de bassin souhaitait vraiment qu'il y ait un lien univoque entre ce que l'on allait identifier dans les enjeux et ce qui allait devenir le prochain stage. Donc, à titre d'exemple, hein, aujourd'hui, le stage Loire-Bretagne 2022-2027, il est constitué de 14 chapitres. Et quand on avait travaillé sur les questions importantes en 2018-2019, il y avait 4 questions importantes qui ont donné lieu à 14 chapitres d'usage. Demain, le comité de bassin souhaite qu'il y ait vraiment un lien entre enjeux et SDAG. Et donc, il vous est proposé 7 enjeux. Et donc, ces 7 enjeux donneront demain les 7 chapitres du prochain SDAG. Donc, il y ait vraiment une amélioration de cette visibilité et de ce lien entre ce que l'on peut identifier dans les enjeux et ce qui va devenir les chapitres du SDAG. Donc les 7 enjeux, vous les avez à l'écran. Donc on a aussi bien tout ce qui concerne, alors je synthétise, hein, mais on a tout ce qui concerne le dérèglement climatique, tout ce qui concerne la connaissance et la communication, les politiques territoriales et la solidarité, tout ce qui concerne les milieux aquatiques, la sobriété des usages, la qualité de l'eau et le littoral. Donc, quand on a travaillé sur ces enjeux, donc l'objectif, hein, c'était qu'il n'y ait pas de hiérarchie sur un enjeu plus qu'un autre, mais par contre, il y a une logique intégratrice dans cette définition des enjeux, tout simplement parce que on a souhaité vraiment mettre le dérèglement climatique en premier afin tous les principes qui soient décrits dans de ce premier enjeu soient vraiment repris dans l'ensemble de ces autres enjeux, qu'il y ait vraiment un fil d'Ariane de ce dérèglement climatique qui soit repris dans l'ensemble des enjeux. Ensuite, vous retrouvez la connaissance, tout simplement parce que l'amélioration de la connaissance et son partage permettront vraiment de pouvoir accompagner les changements qui sont nécessaires dans les prochaines années. On sait aussi parfaitement que toutes les actions ne pourront se réaliser sans une gouvernance qui soit élargie. Et cette gouvernance, elle va aussi s'appuyer sur des politiques territoriales
qui soit la plus intégratrice possible, mais également sur des nécessaires solidarités entre les territoires, mais c'est également des solidarités entre les usages. Quand on a travaillé sur les enjeux, la notion de bassin versant et le cycle naturel de l'eau ont été vraiment le point de départ des réflexions. L'objectif, hein, c'était vraiment pas d'opposer les milieux aux usages, mais de faire en sorte de s'appuyer sur les écosystèmes pour que les usages puissent se réaliser. Et donc, l'objectif, hein, c'était vraiment d'avoir une habitabilité de nos territoires, faire en sorte qu'il y ait une pérennité des activités humaines et de la résilience, de notre résilience, hein, qui dépendent aussi énormément de la santé des milieux. Donc, vraiment ne pas les opposer, mais faire en sorte de pouvoir s'appuyer sur les milieux pour aussi faire en sorte que nos activités puissent se réaliser. Ensuite, vous retrouverez vraiment tout ce qui concerne les notions de solidarité, donc solidarité à la source, hein. Donc, l'objectif, hein, c'était vraiment que la notion de solidarité au niveau marin soit vraiment aussi dès les premiers enjeux, tout simplement parce que l'aspect maritime, c'est vraiment le réceptacle en fait, hein, de tout ce qui peut se passer côté terrestre. Donc le littoral n'intervient pas en dernier parce que c'est le moins important, mais parce que c'est vraiment le réceptacle et que toutes les actions qui auront eu lieu sur les enjeux précédents et tout ce qui va se dérouler sur le côté terrestre va forcément avoir un impact positif sur le côté littoral. Et il y a aussi après des enjeux très spécifiques en fait, hein, sur l'aspect littoral, d'où la nécessité aussi d'avoir un enjeu à part entière sur cette thématique-là. On a une question de Nicolas Forêt. Oui, pour revenir à la diapositive précédente, moi je suis extrêmement gêné par l'intitulé de la question importante numéro 7, parce que concilier veut dire a priori adapter les activités marines. Or, en fait, les activités marines, je ne vois pas quelle est leur marge d'adaptation. Donc, je ne sais pas à quel moment il faudra intervenir, mais cet intitulé, c'est bien adapter les activités terrestres pour permettre, je dirais, des écosystèmes marins en bon état avec leurs activités. Voilà, en conciliant me paraît difficile à comprendre parce que, je dirais, la mer a quand même pas vraiment d'impact sur les eaux douces à l'amont du trait de côte. Alors, Donc, à quel moment faudra-t-il intervenir pour être judicieux, quoi? C'est un alors, exemple, hein, mais oui, oui, ben, alors c'est tout l'objet de la consultation, justement, tout ce que vous venez d'exactement là de ce que de dire. Vous avez la possibilité de nous faire remonter justement dans la consultation et de nous faire remonter exactement ce que vous venez de dire. L'objectif de cette consultation, c'est aussi de faire vérifier que ce qu'on a pu rédiger dans le document enfin, dans ce projet de document qu'on ait bien utilisé entre guillemets les bons mots, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on a pu indiquer en termes de vocabulaire, etc. Et faire en sorte aussi qu'on n'ait pas oublié soit certaines pistes d'action, soit certains items, parce qu'on a pu aussi oublier certains items. C'est vraiment faire en sorte de pouvoir enrichir le document au regard de ce que les acteurs vont pouvoir nous faire remonter. Là, les prochaines étapes. Alors, j'anticipe un petit peu, hein. Les prochaines étapes, c'est que le comité de bassin puisse valider le projet, enfin, le document des enjeux en juillet de cette année. Puisque derrière, après, il va falloir qu'on rentre dans la rédaction en tant que telle du document. Donc, l'intérêt de la consultation, c'est aussi de pouvoir nous faire remonter ces remarques que vous venez de nous dire pour qu'on puisse aussi améliorer la rédaction de ce qu'on a pu écrire dans le document. Alors, je ne sais pas si je réponds à Question. votre... On a une question aussi de Dominique Willems. Oui, merci Pauline. Je rebondis sur la question de Nicolas Forêt à l'instant concernant les activités terrestres et marines. J'ai noté que tout à l'heure, vous parliez d'une sorte de hiérarchisation en mentionnant le nécessaire appui sur les écosystèmes pour que les activités humaines se réalisent. Et là, je vous cite, j'avais pris
votre expression à la volée, ça m'interpelle un petit peu parce que, en fait, il me semblerait plutôt que c'est l'inverse qui est nécessaire, c'est-à-dire se focaliser sur la préservation, restauration des milieux naturels et des écosystèmes. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est rédigé dans le d'âge actuel pour permettre, adapter les activités humaines. On a un peu l'impression que la nature doit s'adapter aux attentes et aux besoins de, de- des activités, enfin des installations industrielles ou agricoles ou des collectivités locales dans Alors, la je me suis manière mal dont c'est présenté. Oui, alors je me suis mal exprimée parce que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Là, en fait, J'espère. l'idée que je veux dire en fait derrière, c'est que on ne veut pas opposer en fait, on veut pas mettre en opposition le fait de devoir poursuivre nos activités économiques et le fait de pouvoir préserver les milieux. Là, l'objectif, c'est plus on aura des milieux qui seront en bonne santé et plus ils seront fonctionnels, mieux derrière, on pourra aussi réaliser nos activités parce que ces milieux rendent un service pour le développement des activités. Donc, c'est de pas, oui, c'est de pas opposer en fait le fait que l'on est, c'est pas la préservation au détriment des activités, c'est de faire comprendre que si on s'appuie sur des milieux et si on fait en sorte qu'on préserve, qu'on restaure les milieux, derrière, il va y avoir un gain bénéfique puisqu'on sait que, on a des services qui sont rendus par ces milieux. Et de par les services qui nous sont rendus par ces milieux, on va avoir un gain positif sur le fait de pouvoir développer les activités. Je ne sais pas si c'est plus clair ce que je viens de dire ou pas. Oui, enfin bon sang, en tenant compte, en prenant compte de la variable dérèglement climatique Oui. qui enfin, rend plus aiguës les tensions sur les milieux naturels. D'où l'intérêt de mettre aussi le premier enjeu Mm. en premier, voilà, sur le dérèglement climatique, Voilà, c'est bien noté, parce que oui. on est, enfin, tous les principes qui sont définis dans cet enjeu 1, on a essayé de les retrouver dans les autres enjeux et on aura aussi cette vigilance quand il y aura la rédaction du SDAGE. Donc c'est pour ça que je disais le dérèglement climatique comme une sorte de fil d'Ariane dans l'ensemble des enjeux, de reprendre vraiment les principes et les conditions de réussite qui sont définis dans l'enjeu 1 dans chacun des enjeux. Ok, merci. Le prisme du dérèglement climatique est vraiment présent dans l'ensemble des enjeux. Merci. Euh, tac. Quand vous allez prendre le document, à chaque fois, vous allez retrouver exactement la même architecture pour l'ensemble des enjeux. Donc, chaque enjeu va se distinguer, enfin, se diviser, pardon, en quatre parties différentes. Donc, la première partie concerne le que recouvre cet enjeu. Donc, ça permet d'avoir quelques éléments de contexte qui resituent bah, tout simplement ce sur quoi va traiter l'enjeu en tant que tel. On a une partie sur ce que dit le stage en vigueur, parce qu'on a la force et cette chance d'être dans le quatrième cycle. Donc, on a déjà des éléments qui sont décrits dans le stage actuel. Donc, c'est cette partie-là qui évoque. On a une partie sur les nouveaux éléments de contexte. Donc là, c'est bah, toutes les évolutions législatives et autres qui seront à prendre en compte dans la rédaction du prochain SDAGE. Et enfin, c'est la partie sur les pistes d'action qui vous sont proposées pour demain. Et c'est peut-être ce sur quoi, en fait, il est le plus important de pouvoir nous faire un retour parce que c'est aussi sur ces pistes d'action qu'on aura ce sur quoi on va s'appuyer pour rédiger le prochain stage. Donc, quatre parties distinctes dans chacun des enjeux. Quand vous prenez donc le premier enjeu, hein, donc l'intitulé exact, c'est la politique de l'eau à hauteur des enjeux d'atténuation et d'adaptation du dérèglement climatique. Donc,
comme je l'indiquais hein, en introduction, hein, donc on sait que le dérèglement climatique, c'est vraiment, bon, on sait que c'est quelque chose de global, que c'est quelque chose qui est transversal à l'ensemble des thématiques, mais on sait également que, pour ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, hein, le dérèglement climatique, c'est vraiment le catalyseur des problèmes. C'est un révélateur des faiblesses d'un territoire et donc bah, l'objectif, hein, c'est de pouvoir prendre en compte bah, ce dérèglement climatique, faire en sorte d'avoir d'être le maximum réactif sur la rapidité des changements que cela induit. Et, on sait qu'il va y avoir de multiples impacts sur les compartiments de l'eau. Et donc l'objectif pour ce cycle-là, c'est de faire en sorte que bah, la politique de l'eau renforce aussi son rôle dans la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte de renforcer aussi la résilience des milieux et des usages puisqu'on sait que demain, de toute façon, il n'y aura pas d'autre choix en fait pour, pour pouvoir continuer les activités que l'on a et faire en sorte que les milieux soient bien préservés. Donc, dans cet enjeu, vous allez vraiment retrouver les principes et les conditions de réussite qui vont être définies dans la stratégie d'adaptation et d'atténuation pour le dérèglement climatique. Et donc là, en fait, vous allez retrouver les 5 grands principes structurants qui sont définis dans cette stratégie et les conditions de réussite pour pouvoir les atteindre, donc, notamment à la sobriété, l'acceptabilité sociale et l'adaptabilité. Et donc tous ces principes et ces conditions de réussite sont repris dans l'ensemble des différents enjeux qu'il y a par la suite. Le deuxième enjeu concerne la connaissance. Donc, on est vraiment sur la connaissance et la communication au service de la prise de conscience pour éclairer les choix et accompagner les transitions et affronter les ruptures. Donc, on sait hein, que le préalable hein, pour pouvoir faciliter la prise de décision, bah, c'est d'améliorer la connaissance et d'améliorer la communication. On sait que par nature, la connaissance, elle est partielle et elle est perfectible. Et donc, partant de ce constat, on sait que l'amélioration doit vraiment être un objectif, enfin, l'amélioration de la connaissance hein, doit vraiment être un objectif constant bah, pour pouvoir accompagner au mieux l'action, d'autant plus dans un dérèglement, dans un contexte de dérèglement climatique. Et donc, l'objectif, c'est essayer de faire en sorte de réduire au maximum les incertitudes. Cette connaissance, elle doit bien sûr être vraiment adaptée à l'échelle et aux échelles concernées. Donc, on ne va pas pouvoir avoir le même degré de connaissance selon l'échelle sur laquelle on va se situer. Et elle doit vraiment être adaptée aussi aux domaines sur lesquels on va aller. Dans cette connaissance, cet enjeu connaissance, vous allez retrouver surtout 4 pistes d'action pour demain. Donc, on va retrouver tout ce qui concerne l'amélioration des réseaux de suivi et le fait de renforcer la connaissance. Vous allez aussi retrouver tout ce qui concerne le partage et l'accès à cette connaissance, mais également tout ce qui concerne la communication et la sensibilisation. On aura beau améliorer la connaissance, si on ne fait pas des efforts sur la communication et la sensibilisation, c'est vain en fait. Toute cette amélioration de connaissances sera vaine puisque derrière, il faut pouvoir vraiment améliorer cette sensibilisation pour pouvoir améliorer la prise de conscience et faire en sorte de pouvoir accompagner au mieux les transitions. Et pour faire en sorte de vérifier que tout fonctionne, il y a bah, une évaluation de l'efficacité des politiques de l'eau qui est mise en place. C'est quelque chose qui existait déjà et ça permet aussi de pouvoir réorienter certaines de nos politiques si on voit qu'elles ne sont pas forcément efficaces ou efficientes. On a une question de Nicolas Forêt. Oui, alors je trouve ça très intéressant, l'identification de pistes d'action. Cela veut dire que la consultation que vous lancez, elle accepte le fait que le public propose des actions qui ne sont pas décrites actuellement dans votre document de référence ou pas explicites dans le SDAGE en vigueur. C'est bien ça. C'est pas Oui. seulement poser des questions par rapport aux grands enjeux, mais faire aussi des propositions concrètes euh, d'intervention à ajouter ou à retirer à ce qui existe. Voilà ma question. Oui, c'est ça. C'est ce que j'indiquais quand je vous ai présenté rapidement le formulaire.
Là, l'objectif, c'est de pouvoir faire des propositions, soit de modification des pistes d'action qui vous sont proposées dans le document, soit d'avoir des propositions de création de nouvelles pistes d'action qu'on n'aurait pas forcément pensées, ou d'avoir des propositions de suppression de pistes d'action qui sont dans le document et que vous estimez ne pas correspondre pour les orientations, pour le stage, pour le prochain cycle. On est vraiment sur tous les champs. Merci Modification, beaucoup. suppression et création. Le troisième enjeu concerne tout ce qui est politique territoriale, donc avec les nécessaires solidarités entre les acteurs et les territoires autour de la gestion de l'eau. Donc là, je vous l'indiquais en introduction, hein, le bassin versant a vraiment, et le cycle naturel de l'eau ont vraiment été au cœur des réflexions et on a vraiment voulu les mettre au cœur de ces réflexions pour ce document des enjeux. On sait que pour prévenir et pour résoudre des conflits, bah, ça passe aussi par des meilleures politiques et une gouvernance qui soit la plus ouverte et la plus efficace et efficiente sur les territoires. On sait aussi que ça passe par des actions de solidarité, donc que ce soit des solidarités au sein du bassin versant, ça peut être des solidarités terre-mer, des solidarités amont-aval, urbain-rural, des solidarités entre les usages. On sait qu'on peut retrouver aussi des conflits quand il va y avoir l'identification de priorité d'usage, etc. Donc, pour prévenir et résoudre ces conflits, il faut aussi s'appuyer sur des politiques territoriales qui puissent vraiment intégrer le maximum d'acteurs. Quand on est sur cette thématique de politique territoriale, on se retrouve aussi avec deux démarches de planification de la gestion de l'eau. Donc, il y a le SDAGE et il y a les SAGE, hein, je vous en parlais en introduction de cette intervention. Et vous allez aussi retrouver donc, la planification sur tout ce qui concerne la gestion de l'eau, mais aussi la planification sur tout ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et donc l'objectif, c'est que tout ce qui concerne gestion de l'eau et urbanisme puisse vraiment s'articuler au mieux pour avoir des politiques efficientes et efficaces sur les territoires. Et donc dans cet enjeu sur les politiques territoriales, vous allez retrouver 4 pistes d'action. Donc la première, sans surprise, hein, c'est le fait de pouvoir s'appuyer vraiment et d'agir à l'échelle des bassins versants. C'est aussi la possibilité de pouvoir s'appuyer sur les sages. Donc, on a la chance sur le bassin Loire-Bretagne d'être fortement couvert par cette démarche de sages, hein. Donc, il y a 57 sages qui recouvrent 87% du bassin Loire-Bretagne. Donc, l'objectif, c'est aussi s'appuyer sur cet outil de planification et s'appuyer sur les commissions locales de l'eau qui sont des acteurs importants sur les territoires. Une des possibilités aussi, c'est de pouvoir mettre en place des schémas de gouvernance qui permettent d'identifier rapidement les gouvernances en place avec les rôles de chacun et de pouvoir renforcer aussi les cohérences entre l'articulation des politiques publiques et la cohérence et l'articulation entre les différentes politiques publiques. Donc ça, c'est ce qui concernait le troisième enjeu sur les politiques territoriales. Le quatrième enjeu, donc on est vraiment sur tout ce qui concerne les milieux aquatiques, donc c'est tout ce qui est préservation, restauration des fonctionnalités des sols, des milieux aquatiques, des zones humides et du cycle naturel de l'eau. Donc là, on retrouve notre cycle naturel de l'eau. Dans la nouveauté, il y a la fonctionnalité des sols, donc qui ressort, je vous le disais, on s'était beaucoup appuyé sur les ateliers Loire-Bretagne 2050, donc typiquement, la fonctionnalité des sols ressortait aussi énormément des ateliers qui s'étaient déroulés pendant cette étude prospective Loire-Bretagne 2050, et qui ressort donc là dans une des pistes d'action que l'on vous propose dans cet enjeu. Donc cet enjeu numéro 4 de préservation et de restauration des fonctionnalités des sols, c'était déjà des thématiques qui étaient abordées aux SDAGE actuels, hein. Donc il y a 4 chapitres du SDAGE actuel, hein, qui traitent de ces thématiques, hein, aussi bien sur les bassins versants et les cours d'eau, les zones humides, les têtes de bassins versants, la préservation des milieux aquatiques, de la biodiversité. Donc c'est déjà des choses qui sont abordées. Là, l'objectif, c'est de pouvoir les recentrer au sein d'un seul enjeu. Et on sait que le dérèglement climatique va aussi avoir un impact sur ces milieux aquatiques. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir
améliorer la résilience de ces milieux aquatiques. Et ça passe aussi par l'amélioration des connaissances de ces milieux-là. Et donc l'objectif dans cet enjeu, donc, c'est de se reposer sur quatre pistes d'action. Donc la première, c'est quelque chose qu'on avait déjà, hein, c'est de renforcer la préservation et la restauration des capacités de résilience des bassins versants, mais c'est aussi de renforcer la préservation des fonctionnalités des écosystèmes. On retrouve aussi tout ce qui concerne la préservation, l'entretien et la restauration des zones humides. On retrouve la biodiversité aquatique et donc là, une nouveauté qui n'existait pas forcément dans le stage actuel, c'est tout ce qui concerne la restauration des fonctionnalités des sols. Concernant le cinquième enjeu, donc là, on est sur la sobriété des usages qu'on souhaite placer au cœur d'une gestion équilibrée, partagée et durable de la ressource en eau. Et donc, on sait que cette gestion équilibrée, c'est vraiment un prérequis pour pouvoir répondre aux défis climatiques. On sait qu'on a une variabilité de la ressource à préserver, donc une variabilité aussi bien sur la régulation, enfin, en termes de fonctionnement des hydrosystèmes. On sait qu'on va avoir une variabilité en termes de quantité, en termes de précipitation. Donc, on sait que toutes cette variabilité de la ressource, ça va vraiment être au cœur des réflexions pour demain. Et donc, dans cette nouvel enjeu, enfin, pas dans cet nouvel enjeu, dans cet enjeu, vous allez retrouver cinq pistes d'action. Donc, on retrouve ce qui était décrit dans le stage actuel, hein, que l'on souhaite aussi renforcer en mettant vraiment la sobriété qui soit vraiment le préalable et vraiment s'appuyer dessus pour avoir une analyse globale en fait de la situation. Donc vraiment la sobriété comme étant le prérequis dans ce nouvel enjeu. Et après, vous allez vraiment retrouver tout ce qui concerne les principes de gestion équilibrée quand on est en période de base eau, le fait d'avoir le mettre au cœur des réflexions les possibilités de stockage quand on est en hors période de base eau, le fait aussi de pouvoir assurer l'alimentation en eau potable. Donc là, on va retrouver toutes les nappes d'alimentation en eau potable à réserver pour le futur. Et malheureusement, on le sait aussi, toute une piste d'action qui traite de la gestion de crise. Parce qu'on sait aussi que malheureusement, ces gestions de crise risquent d'être de plus en plus fréquentes au regard des évolutions du dérèglement climatique. Le sixième enjeu concerne tout ce qui est l'amélioration de la qualité, donc aussi bien pour la santé humaine et pour la préservation de la biodiversité. Et donc là, j'enfonce un petit peu des portes ouvertes, hein, mais on sait parfaitement que la qualité physico-chimique de l'eau ne doit pas être altérée pour le développement de la vie, et que plus on a des milieux aquatiques vivants et diversifiés, pardon, pour les avoir justement, ces milieux aquatiques vivants et diversifiés, et il faut aussi s'appuyer sur une qualité d'eau qui soit vraiment nickel, et que plus on va avoir des milieux qui vont être fonctionnels, et de par leur fonctionnement et leur capacité d'auto-épuration, cela va avoir aussi un impact positif sur la qualité de l'eau. Donc plus les milieux sont en bonne santé, plus la qualité de l'eau aura aussi une amélioration et aura un effet bénéfique. On sait aussi malheureusement que, au regard de l'évolution de nos modes de vie et l'évolution des systèmes de production et de nos modes de consommation, on sait malheureusement qu'on augmente la pollution sur les milieux. Donc, je pense à tout ce qui concerne les micropolluants notamment, mais pas que. Et malheureusement, tous les milieux vont être concernés par la pollution de l'eau, hein, que ça soit aussi bien sur tout ce qui va concerner les nitrates, les phosphates, les micropolluants, j'en parlais aussi tout à l'heure. On sait aussi que tout est lié, hein, les enjeux ne sont pas cloisonnés, hein, tout est connecté les uns avec les autres et on sait parfaitement que si on a une pénurie d'eau, cela va avoir aussi un impact sur la qualité parce que si on a une quantité d'eau qui est moins importante, on va avoir aussi une concentration qui sera plus importante.
Donc, tous ces phénomènes extrêmes qui vont être entraînés par le dérèglement climatique et l'augmentation de ces phénomènes extrêmes, de variabilité climatique, va aussi avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir réduire au maximum les émissions des pollutions, donc les pollutions ponctuelles et les pollutions diffuses, faire en sorte d'avoir aussi une eau de bonne qualité, voilà, qui est préalable, indispensable, hein. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais qui est préalable, indispensable pour la santé et la survie notre survie, mais aussi celle des milieux aquatiques et de la biodiversité. Il y a une question de Donc c'est bien l'enjeu 7 qui est affiché. Donc comme je l'indiquais en introduction, donc cet enjeu 7, donc c'est sur le littoral, il arrive à la fin. Donc non pas hein, parce que c'est le moins important, mais au contraire parce que bah, tout ce qui va découler en fait hein, des actions sur le côté terrestre va avoir aussi des effets sur le côté mer et le côté littoral tout en sachant que les actions aussi, il y a aussi des actions pardon, spécifiques qui sont à développer en plus sur vraiment cet aspect littoral. Ce que je peux vous dire sur cet enjeu, c'est on a la chance sur le bassin Loire-Bretagne d'avoir une grande façade littorale. Donc, on a la chance d'avoir bah, justement des milieux naturels qui soient riches et qui soient divers. Par contre, on le sait tous, ces milieux sont particulièrement fragiles. Il y a de nombreuses activités qui dépendent hein, de ces milieux et de la bonne qualité de ces écosystèmes. Et pour autant, il y a quand même beaucoup de pression qui s'exercent sur le littoral, mais pas que sur le littoral. Toutes les pressions qui s'exercent sur les bassins versants qui sont en amont du littoral ont aussi un impact sur, sur ces écosystèmes. Et donc l'objectif, bah, c'est de pouvoir aussi améliorer la gouvernance. Donc on sait qu'il y a des choses qui existent déjà, mais c'est vraiment de pouvoir améliorer la gouvernance sur cette interface terre-mer et de pouvoir avoir une gouvernance qui soit adaptée et qui soit élargie. On sait aussi malheureusement qu'avec les effets du dérèglement climatique, eh ben, on va avoir des impacts qui vont être plus importants sur cet écosystème particulier avec des effets qui sont peut-être plus marqués. On sait par exemple qu'on va avoir avec toutes les questions de submersion marine, notamment de tous les problèmes des installations qui vont et des problèmes de pollution qui vont pouvoir avoir lieu sur ces installations. Donc ça demande aussi des mesures particulières de gestion et peut-être d'aménagement un petit peu plus complexe que qu'on peut retrouver au niveau terrestre. Sur cet enjeu 7 hein, sur la préservation des estuaires, j'ai bien compris que le terme conciliant n'était pas forcément le plus adapté. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez nous faire remonter vos avis. Donc là, on va retrouver 5 pistes d'action. Donc, la première, c'est vraiment de pouvoir renforcer les réseaux d'acteurs. Donc, c'est quelque chose qui existe. On a déjà hein, ces réseaux d'acteurs, mais c'est vraiment de pouvoir renforcer ces réseaux-là à l'interface terre-mer. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire émerger vraiment des ambitions qui soient communes. On a aussi tout ce qui concerne la préservation et la reconquête de la biodiversité estuarienne, côtière et marine, poursuivre les réductions de l'eutrophisation des eaux côtières et de transition, mais c'est également promouvoir des actions qui soient plus ambitieuses pour supprimer les rejets. Donc là, on n'est pas que sur les rejets marins, on est vraiment sur rejets terrestres et marins. Donc c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, les impacts et les pressions qu'il y a, c'est pas que au niveau marin. Il y a aussi tous les impacts que l'on va avoir au côté terrestre. Et enfin, c'est de pouvoir, c'est peut-être l'enjeu qui sera euh, enfin, le plus important peut-être pour cet aspect aussi littoral, c'est de pouvoir réfléchir cet aménagement du littoral. Puisqu'on sait qu'avec le dérèglement climatique, bah, il va y avoir aussi un impact sur les infrastructures. Donc, en fait, voilà, moi, ce que je voulais vous dire sur cette consultation sur les enjeux, je finissais la présentation sur un dernier schéma, mais c'était aussi plus pour remontrer un petit peu toute cette logique intégratrice que l'on pouvait retrouver dans ces enjeux, qu'il n'y avait pas de hiérarchisation entre les enjeux et que l'objectif, c'était que tous les compartiments du dérèglement climatique soient vraiment
intégré dans l'ensemble de ces enjeux et qu'il fallait qu'on s'appuie sur l'amélioration des connaissances et la communication, mais également sur des politiques territoriales et solidarité pour pouvoir faire en sorte d'avoir des milieux qui soient en meilleure santé, une bonne qualité, une bonne quantité d'eau aussi, d'avoir d'un milieu littoral qui soit en bonne santé, et tout ça pour faire en sorte d'avoir une résilience de nos territoires, une adaptation aussi de nos activités et faire en sorte qu'il y ait une habitabilité de nos territoires et s'appuyer sur les milieux naturels et les effets positifs que les milieux naturels peuvent nous apporter pour faire en sorte aussi que nos activités puissent se réaliser. Donc encore une fois, ne pas opposer milieu et activité, mais faire en sorte que on s'appuie sur tous les côtés bénéfiques d'avoir des milieux en bonne santé pour avoir des impacts positifs sur la réalisation de nos activités. Je vous ai... Ça va être très court parce que c'est déjà des choses qu'on a déjà un peu évoquées précédemment ou que l'Agence de l'eau a présentées, mais qui me semblait important de rappeler. Donc, comment s'investir dans la consultation? L'Agence de l'eau l'a montré. Elle a pour cela deux moyens. Pour cette consultation, on a deux moyens. Soit on répond au questionnaire en ligne sur le site de l'agence, ou soit on se rend dans un des 658 guichets de France Service déployés. Auparavant, il y avait des formulaires papier, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Donc, il y a vraiment une contrainte. Par contre, on l'a entendu tout à l'heure, on peut envoyer nos contributions quand même par format papier. Donc, je pense qu'il faudra que nous aussi, on communique sur cette possibilité malgré tout et qu'on donne des outils sur comment contribuer pour cette consultation dans un format papier. Elle a montré, mais je préfère vous le dire parce qu'il y a vraiment pas mal d'outils. Il y a pas mal d'outils qui sont faits pour s'approprier les enjeux. Il y a des documents de synthèse qui sont faits sur les propositions d'enjeux. Il y a un diaporama qui est en ligne déjà, qui avait été présenté au Forum de l'eau du 17 au 27 novembre. Alors malheureusement, peu de nos structures étaient présentes parce il y avait eu une tempête de neige et l'information pour l'invitation n'avait pas été diffusée dans les réseaux. Par exemple, pour Rivière, on n'avait pas été invité. Et il y a un livret qui présente et qui résume les enjeux de l'eau et les risques d'inondation sur le bassin Loire-Bretagne. Donc il y a vraiment des outils pour s'approprier qui ont déjà été faits par l'Agence de l'eau et qui vous permettent de contribuer, de vous approprier les enjeux et de vous les diffuser auprès de vos réseaux. Ça, c'est vraiment, je trouve, assez intéressant, déjà que ce travail a été un peu prémâché par l'agence. Et il y a pas mal d'outils pour réveiller la consultation, notamment des visuels de la notice et de la fiche, A4, haute définition. Il y a des bannières pour relayer sur Internet. Et il y a des articles préfaits de 500, 1000 et 2000 caractères qui permettent de résumer en quelques lignes les enjeux de la consultation et donc d'avoir un effort trop important si vous les souhaitez communiquer sur votre site ou sur vos réseaux pour avoir des outils déjà existants. Donc voilà, ça, ces outils, ils sont sur la page, vous voyez ici, je vous ai pris une capture écran, c'est là marqué les outils de la consultation et vous verrez, il y a pas mal d'outils. Je vous ai mis le lien aussi direct ici. Et je souhaitais, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Nicole et Nicolas. En fait, il y a deux temps de consultation qui sont faits sur les différences d'âge. Le premier sur les grands enjeux et le second sur le projet d'âge. Il y a eu des précédents de consultation citoyenne. Si on regarde, moi j'ai des retours sur, par exemple, en 2008, pour la consultation sur le projet de stage 2009-2015. On a fait l'envoi, à l'époque, l'Agence de l'eau avait fait l'envoi d'un formulaire papier à tous les habitants. Les 9 millions d'habitants du SDAGE Loire-Bretagne avaient reçu leur formulaire papier. On avait eu 80 000 retours à l'époque, pour vous donner une idée. Dont une grande partie, plus de 20%. Excuse-moi, tu es sûr du chiffre 80 000? Oui. D'accord, merci. En 2014, on a une nouvelle consultation sur le projet des stages 2015-2021. On n'a plus de formulaires papier qui sont envoyés à l'ensemble des habitants. Il y a toujours des dispositions de formulaires papier qui sont mis à la disposition des acteurs relais. Donc, par exemple, pour les rivières de Bretagne, c'est 4200 questionnaires qui sont complétés et qui sont retournés à l'Agence de l'eau.
En 2019, sur l'autre consultation qui est similaire à celle-ci sur les grands enjeux, on a quand même 6500 avis qui sont exprimés. Et sur la dernière consultation du SDAGE, pour le projet de SDAGE 2000, j'ai pas marqué ici, mais 2022-2027, on avait eu plus de 4000 avis exprimés. Mais surtout, ce qui était aussi intéressant, et on l'a vu aussi ici, c'est qu'on avait aussi 6740 demandes de modification. Donc vraiment des demandes pas juste dire je suis d'accord, pas d'accord, mais vraiment de demandes de modification qui provenaient de 400 contributeurs. Ce qu'on peut dire aussi de ces différents retours qu'on voit depuis 2008, c'est que la Bretagne a été historiquement un acteur particulièrement important dans ces consultations, avec par exemple en 2008 près de 15% des répondants qui venaient des bassins côtiers bretons et du Sage-Vilaine. En 2014, c'était 30%, et en 2019 et en 2021, c'était autour de 22%. On est à chaque fois de très loin le premier territoire où en termes de contribution, qu'il s'agisse de juste de formulaires ou d'avis de contributeurs qui sont considérés comme ce que nous a évoqué l'agence de l'eau tout à l'heure. Donc il y a vraiment le fait qu'en Bretagne, on contribue, qu'on essaie de communiquer autour, ça se sent dans les résultats, ça se voit. Et c'est matériellement senti, avec en plus, souvent, la plupart du temps, une prédominance de personnes qui souhaitent aller plus loin dans les enjeux. Donc le fait que nous, on communique fortement à aller à contribuer sur cette consultation, c'est très important. Par contre, on voit aussi l'effet consultation papier. Le fait que les gens recevaient à une époque les formulaires papier chez eux, ça n'a pas du tout le même impact que quand une consultation est uniquement dématérialisée. Donc ça, c'est vraiment une vraie contrainte dans la consultation. Quand il y avait encore des formulaires papier, ce qui était pratique, c'est qu'on pouvait aller sur les stands avec des formulaires papier, parler aux gens. Il y avait des gens qui se mettaient sur les bords des voies vertes, je sais, sur le ZAG, sur la Loire. Ça va être des choses qui sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui, qui nécessitent d'avoir des tablettes et qui, on l'a vu, comme Nicole l'a dit, qui rendent l'accès à la contribution beaucoup plus complexe. Ça, malheureusement, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on a entendu quand même, c'était qu'on pouvait malgré tout faire des retours papier. Donc on pourra peut-être réfléchir à avoir notre propre manière d'inciter les gens à contribuer. Et donc ça me fait venir à la dernière partie, qui est sur quels moyens on a déjà qui peuvent être mis en place. Donc il y avait un premier temps de formation technique qui était aujourd'hui. Donc on va rédiger au sein de l'association Eaux et Rivières un plaidoyer entre avril et mai. Et on va faire 2 webinaires grand public les 7 et 15 mai, de 18h à 19h30. Donc vraiment là, beaucoup plus léger, beaucoup plus pour inciter les gens à contribuer par eux-mêmes. Il va y avoir des petites vignettes vidéo qui vont être réalisées aussi, que vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux, sur vos sites. Et on peut intervenir pour présenter un peu cette consultation, tout comme l'agence, auprès de vos structures, notamment auprès de vos associations. Il y a aussi, alors pourquoi aussi tardivement? On va aussi contribuer à l'animation du réseau eau de FNE Bretagne autour de la réponse de la fédération, quelle réponse elle doit apporter, qui aura lieu le 19 mai à 14h en visio. Le lien vous sera envoyé très prochainement. Et par contre, nous, ce qu'on vous incite, et c'est ce que j'ai cru comprendre déjà de nos échanges, c'est ne pas attendre pour que vos associations travaillent sur un avis de l'association. Je pense que c'est aussi un élément qui est très important et qui est ressorti de la contribution de l'agence de l'eau tout à l'heure. Il est important que de nombreuses personnes défendent les mêmes sujets d'une manière différente. Il nous semblerait intéressant qu'on ait des contributions de nos associations qui soient à chacune portées sur nos sujets de prédilection, puis après une contribution globale peut-être plus synthétique de FNE Bretagne, pour rappeler aussi les grands enjeux de cette consultation. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager sur ces contributions, et peut-être que je laisse Nicole commencer pour nous rappeler aussi justement comment elle a senti ses premiers mois de travaux sur ce nouveau stage, et si elle a des choses à nous parler sur le climat, sur le sujet. Oui, bon, alors,